Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter, on m'a demandé de vous présenter quelque chose de particulier qu'on a fait à l'hôpital de Bayonne, à savoir un groupement de coopération sanitaire à tarification et à droit privé à l'intérieur de l'hôpital de Bayonne, c'est-à-dire au 4e étage de l'hôpital de Bayonne, ce qui est quelque chose d'assez complexe, on va dire ça comme ça. Ce que je vous propose, c'est de revenir un peu rapidement sur l'histoire et le contexte de ce GCS, en l'occurrence un GCS de cardiologie, qui a été créé en 2003, à l'issue donc de l'ordonnance de septembre 2003 créant les groupements de coopération sanitaire. À la base, c'était un groupement de 3 cliniques qui étaient à but lucratif et qui entouraient des cliniques Capio, du groupe Capio, qui entouraient le centre hospitalier de la Côte Basque. Et donc le centre hospitalier de la Côte Basque, le but à terme, parce que l'objectif initial c'était 2009, alors vous verrez qu'après on a un tout petit peu perdu de temps puisqu'il a ouvert juste cette année. Le but c'était un regroupement donc sur un site unique de l'ensemble des activités de cardiologie du territoire de santé, avec bien sûr un certain nombre de réductions du nombre de lits de soins intensifs, commandés bien sûr par la RH, mais surtout par l'assurance maladie. Donc dans l'attente d'un regroupement sur site unique, on a créé une... Ah ça c'est le Paris Saint-Germain ça. C'est pas pareil. Donc dans l'attente du regroupement sur un site unique, une convention constitutive a été créée en 2005. Qui prévoyait une permanence 24/24 d'une activité d'angioplastie, une organisation de l'activité de cardiologie interventionnelle qui était programmée. Bon, pour des raisons, je ne vais peut-être pas les évoquer avec vous parce qu'elles sont complexes et puis elles sont surtout nombreuses, donc organisationnelles, techniques, sociales, financières. Les activités ont été regroupées sur 2 sites, puisqu'initialement donc, il y avait 4 sites. On a réussi à faire 2 sites en 2009 et pour aboutir in fine en 2015 à un seul site. On a renouvelé en 2010 un GCS de moyens dans la limite de 5 ans, puisque vous savez que c'est la législation en vigueur, avant qu'il ne devienne GCS établissement de santé, je n'ai pas précisé, mais c'est un GCS établissement de santé, donc privé, à tarification privée et de droit privé. Et donc en 2014, nous avons le directeur général de l'Agence régionale de santé Aquitaine a créé ce GCS établissement de santé privé sur donc, le site de l'hôpital public. Donc le but de ma présentation, c'est surtout essayer de vous présenter rapidement, enfin en tant que retour d'expérience, les difficultés qu'on a eues, c'est-à-dire ce que j'ai pu identifier comme point de convergence entre le public et le privé, et ce qui finalement est quand même la problématique majeure, ce sont évidemment les divergences que l'on a avec les structures privées. Alors, la première divergence que j'ai identifiée, c'était une divergence culturelle, une culture syndicale et des négociations syndicales très différentes. Alors, la première fois où je suis arrivé dans un groupe social entre le public et le privé, je ne sais pas qui a été le plus surpris, en fait, entre moi ou eux. C'est-à-dire, eux, de côtoyer un directeur d'hôpital public avec nos fonctionnements publics, nos discours un peu publics quelquefois, ou moi qui les regardais être assez actif sur le front syndical. C'était c'était une expérience assez difficile à vivre, en tout cas assez étonnante. D'autant que de leur côté, il n'y avait qu'une organisation syndicale représentative, c'était la CFDT pour ne pas la citer, alors que chez moi j'en ai 3, donc CGT, CFDT, UNSA. Pour la petite histoire, la CFDT de mon côté était exclue des négociations dans la mesure où il était prévu dans la convention constitutive qu'il n'y ait que 2 représentants par entité. Donc pour eux c'était facile, ils n'avaient que du CFDT, donc ça a été facile à gérer. Pour ma part ça a été un petit peu plus compliqué puisque j'avais 3 représentations syndicales, donc on s'est assis sur la représentation du conseil de surveillance, vous savez qu'on a 2 représentants au conseil de surveillance, il se trouvait que c'était la CGT et l'UNSA. Donc la CFDT exclue d'un côté, avec la CFDT privée en face, je vous fais pas le film, c'était quelque chose assez délicat à mener. Donc des discours quelquefois qui étaient un peu des discours brutaux. J'ai un peu découvert l'expérience privée qui n'est pas tout à fait la même manière de négocier que nous, parce que on a malgré tout dans le public une manière de dialoguer qui est assez, je dirais, codifiée, assez
où les discours sont assez allusifs, cadrés, alors que dans le privé, il y a beaucoup plus de liberté de parole, et elles ont été, je dis elles parce que c'était principalement des femmes, elles étaient assez brutales dans la manière d'échanger avec nous, et c'est vrai que ça a été quelque chose un moment assez particulier. Donc une culture syndicale qu'effectivement on a eu du mal à appréhender. Le directeur de l'hôpital Michel Glane et moi-même, et puis effectivement du côté syndicat, un discours public qui est apparu très rapidement comme un discours finalement assez codifié, tranquille. Vous ne réglez pas nos problèmes, vous ne répondez pas à nos questions, parce que nous on est plus dans le dialogue un petit peu plus allusif. Après, je voulais parler de l'opposition public-privé. Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est assez jeune dans la profession, et je dois vous avouer que l'opposition de principe public-privé, je la trouve assez surnaturelle parfois. Mais là, je l'ai découverte très prégnante. C'est-à-dire qu'il y a le public d'un côté et le privé de l'autre. On fait radicalement des choses complètement opposées pour eux. On ne travaille pas du tout de la même manière, on n'est pas les mêmes, vous ne comprenez pas notre travail, vous êtes incompétents pour éventuellement discuter avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui est assez troublant quand on se met à discuter avec des gens qui, après tout, font, pour ma part, en tout cas, à peu près le même métier que nous. Une culture organisationnelle différente. Alors, quand on a comparé un petit peu les organisations de travail, quand on a comparé un petit peu les fiches de poste entre le public et le privé, on s'est quand même vite aperçu que le privé avait tendance, plus que nous, à ne pas respecter la législation et à effectivement, je dirais, assez banaliser le glissement de tâches. Bon, je prends sur l'exemple de la cardiologie, des aides-soignantes qui, par exemple, n'ont aucun problème à faire des électrocardiogrammes, alors que c'est pas du tout a priori dans leurs compétences. Des ASH qui sont positionnés sur des fonctions quasi d'aides-soignantes parfois. Enfin voilà, ça c'était quelque chose d'assez troublant, alors que nous, on est plutôt, c'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est pas cette question-là, mais on est quand même, je pense, beaucoup plus attentif, même si il y a bien sûr la réglementation et puis ensuite la pratique du terrain, mais je pense qu'on est beaucoup plus cadré sur les décrets de compétences des uns et des autres. Donc ça, il fallait aussi l'appréhender, parce que quand on a commencé à poser un petit peu, à étaler sur la table toutes les fiches de poste des uns et des autres, et quand on savait que demain on allait tous et toutes travailler ensemble, il y avait quand même à un moment donné des réticences qui étaient quand même pas anodines. Alors au-delà des divergences culturelles, il y a aussi eu des obstacles réglementaires, et l'adresse d'ailleurs s'est positionnée plusieurs fois sur ces questions-là, de différence entre la législation entre le public et le privé très différente, et qui, pour ma part, n'ont pas forcément de fondement, je dirais, légitime. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc une réglementation du travail différente et complexe à appréhender. Je parle bien sûr des contrats de travail. Vous le savez, à partir du moment où on a eu le site unique sur l'hôpital de Bayonne, nous on n'était pas très impactés, parce que les agents de l'hôpital qui demain ont été, hier en l'occurrence, mais je parle de demain par rapport à ce moment-là, étaient mis à disposition. Elles changeaient d'étage. À la limite, c'était pas quelque chose de particulièrement compliqué à intellectualiser. En revanche, pour les gens qui venaient du groupe Capio, il y a eu des transferts de contrats de travail, donc avec la possibilité du licenciement s'ils refusaient le contrat de travail, avec les histoires de clauses substantielles, donc il fallait conserver un certain nombre d'acquis. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que l'hôpital s'est retrouvé finalement à attendre que toutes ces problématiques de transfert de contrat de travail se fassent au niveau des cliniques privées, et nous on était un petit peu à la remorque, quoi. C'est-à-dire qu'on attendait que tout ça se passe pour savoir si effectivement combien de personnes allaient être mises à disposition dans ce groupement. Donc ça, il y a eu un gros travail là-dessus. Donc du transfert de contrat de travail, donc c'est l'article L 1224-1 du Code du travail. Il faut savoir que ce transfert du contrat de travail se fait de manière automatique, en respectant ce qu'on appelle dans le droit privé les clauses substantielles du contrat. Et il faut savoir aussi que le droit du travail maintient leur statut collectif. Donc tous les accords locaux des 3 structures privées qui avaient bien entendu, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop facile, 3 statuts collectifs différents, donc 3 accords cadres différents, plus le nôtre derrière qui s'est mis à la remorque de tout ça. Effectivement, tout ça, il fallait que ça fasse qu'un.
Le problème, c'est que dans le cadre des transferts de contrats de travail et dans le cadre de donc, ce changement d'entité juridique, les statuts collectifs des uns et des autres, donc les 3 statuts collectifs des 3 cliniques privées, sont maintenus pendant 15 mois. De manière réglementaire. Donc vous ne pouvez pas toucher aux accords collectifs des 3 structures. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec, actuellement, 4 accords collectifs dans une même structure, dans un même étage, des 3 anciennes cliniques et l'accord collectif de l'hôpital de Bayonne. Je ne reviendrai pas dessus parce que ce n'est pas forcément un exemple. Un statut et donc des acquis différents. On a posé sur la table, au-delà après les fiches de poste, etc., on a posé sur la table tout ce qui est avantages, garanties, salaires, etc., avec énormément d'a priori. Alors, moi je ne sais pas comment ça se passe dans les autres structures privées, mais quand on a mis tout bout à bout, on s'est tout simplement aperçu qu'il n'y avait pas énormément de différences de salaire. Alors, mis bout à bout, parce que dans le privé, ils ont droit à la mutuelle, etc. Nous, à l'époque, quand on avait travaillé sur ces sujets-là, on avait un jour de carence, mais paraît-il qu'il a été supprimé, donc on ne reviendra pas dessus. Eux ne l'ont pas le jour de carence parce que c'est intégré dans le cadre d'un accord collectif. Donc on a comparé les rémunérations, on a comparé tous les avantages, les conventions collectives, les mutuelles, et on s'est aperçu finalement que c'était un faux problème et qu'il n'y avait pas de grande différence entre le public et le privé, si ce n'est effectivement l'évolution de carrière dans le public. Et pour les cliniques Capio, ce qui était important, c'était surtout le montant de nos charges sociales, puisqu'effectivement, elles sont assez différentes des structures privées. Ce qui a catalysé le mécontentement au niveau en face, au niveau du privé, c'était surtout l'emploi à vie. C'était ça qui tournait en boucle dans leur discours, qui s'est éteint assez rapidement. Mais voilà, c'était surtout cette problématique-là. Des règles d'organisation du travail différentes, je le disais tout à l'heure, on a encore une fois fait un tableau comparatif de toutes les organisations de travail. Alors quand je dis organisation de travail, je dis gestion du temps de travail. On a des durées annuelles de travail différentes entre les 3 structures privées et l'hôpital de Bayonne, donc structure publique. On a des durées de référence hebdomadaires différentes, temps d'habillage et déshabillage, 4 structures différentes. Des repos quotidiens de 11 heures, et nous c'était plutôt nous c'est 12 heures. Et ça c'est une vraie problématique majeure. Alors, pourquoi dans le privé ils ont un repos quotidien de 11 heures et pourquoi dans le public on a un repos quotidien de 12 heures? Bon, ça c'est encore comme si c'était, je ne sais pas si c'était plus compliqué ou il fallait se reposer davantage dans le privé, je ne sais pas. Une amplitude quotidienne dans le privé qui peut s'étendre à 13 heures, dans le public c'est 12 heures. Pourquoi dans le privé c'est 13 heures, pourquoi dans le public c'est 12 heures, je n'en ai strictement aucune idée. Donc toutes ces questions-là, où à un moment donné, étaient posées sur la table, et il a fallu trouver une organisation du travail commune. Donc pas simple. Alors, pour nous accompagner dans ce schéma-là, nous avons créé un comité consultatif du personnel qui est en fait une instance qui a servi d'accompagner les 4 structures, parce qu'il n'y avait pas d'entité. Si chacun faisait dans son coin, les uns avec leur comité d'entreprise et nous avec notre comité technique d'établissement, on n'allait pas avancer. Donc on a créé une structure un peu hybride, qui n'a strictement rien de révolutionnaire, mais qui effectivement, d'abord qui ne présente pas de caractère obligatoire, qui a un objectif pur de favoriser le dialogue social, et ça nous permettait effectivement d'échanger sur les organisations de travail. Toutes les décisions, toutes les propositions que faisait ce comité consultatif du personnel, qui n'était absolument pas paritaire puisque principalement composé d'organisations syndicales, n'avait bien sûr pas de voix délibérative, mais proposait à l'Assemblée Générale du GCS un certain nombre de modifications, et à partir de ce moment-là, c'était le GCS qui prenait, l'Assemblée délibérante du GCS, qui prenait toutes les décisions. Donc pas de lieu de vote, mais je peux vous assurer qu'il y a eu un certain nombre de débats assez animés sur cette question-là. Je tiens à votre disposition si certains connaissent ce modèle-là, le règlement intérieur du comité consultatif du personnel. Un rétro-planning social commun aux 2 entités. Alors effectivement, il a fallu par la suite... On a connu beaucoup de péripéties. Au départ, c'était 2009, après ça a été 2012, après c'était 2014, et finalement, on a abouti en 2015. Il faut savoir que tout ce temps perdu, à un moment donné, il faut qu'en termes de consultation du personnel,
tant au niveau CHSCT que CTE, il faut que nous, on évolue ensemble, sachant que, et c'est ma deuxième surprise, c'est que les compétences d'un comité d'entreprise d'un établissement privé de santé n'a pas du tout les mêmes compétences qu'un comité technique d'établissement. Je m'interroge là-dessus, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore matière à avoir des différences entre un comité d'entreprise d'une clinique et un comité technique d'établissement public? Je pense que ça peut être aussi quelque chose à réfléchir, parce que je ne voyais pas finalement le but de ça. Bon, après, on connaît bien le pourquoi du comment, c'est surtout quelque chose d'historique, ça n'a rien de quelque chose de particulier, mais je pense qu'une convergence de ces deux compétences différentes pourrait être éventuellement intéressante. Parce que de notre côté, nous, ce qu'on a fait, c'est surtout une information. On a beaucoup informé notre CHSCT, on a beaucoup informé notre CTE, mais ça en restait là. La seule difficulté qu'on a eue, c'était organiser une CAP pour les mises à disposition, puisque vous savez que les mises à disposition se font après validation d'une CAP. Bon, voilà, c'était notre seule contrainte juridique. De l'autre côté, pour eux, il a fallu consulter régulièrement avec, vous vous en doutez, un certain nombre d'obstructions de la part de leurs organisations syndicales, et nous toujours à la remorque de tout ça, parce qu'une fois qu'on avait décidé les mises à disposition, une fois qu'on avait calé les organisations de travail, il fallait caler aussi notre rétroplanning social. Donc ça a été effectivement un petit peu complexe. Un accompagnement social propre à chaque structure, je viens de le dire un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement les DRH ont dû beaucoup travailler ensemble, chacun dans leur domaine de compétences, et puis surtout chacun avec leur culture d'établissement, sachant qu'il y a 4 DRH autour de la table, 4 cultures sociales différentes, et que l'accompagnement social est évidemment pas le même, et que ça aussi ça a été quelque chose de difficile à appréhender. Alors, le dernier élément de divergence sociale pour ma part, c'était, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'était un droit du travail qui était peu adapté à ce type de coopération, parce qu'effectivement le droit public et le droit privé se font clairement face, et il y a quasiment aucun point de convergence entre les deux, si ce n'est à la limite le CHSCT, mais enfin le CHSCT n'était pas très impliqué dans la démarche. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi source de difficultés, qui a été source de difficultés pour nous, mais enfin bon, on a essayé de faire notre possible pour harmoniser tout ça. Là, une remarque sur la représentation des personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une structure comme celle-là, les personnels mis à disposition donc du public n'ont pas droit à la représentation des personnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas le droit de se présenter aux élections, et ils ont encore moins le droit de voter aux élections. Donc évidemment, ça a été source extrême de tension chez moi, même si au niveau de la cardiologie, il n'y avait pas de personnel syndiqué. Donc ça m'a facilité un petit peu la tâche, mais enfin j'aurais eu une personnel syndiqué, je pense que la chanson n'aurait pas été la même. Donc il faut savoir, dans le droit du travail, donc il y a interdiction pour les gens mis à disposition de pouvoir participer à l'élection des délégués du personnel pendant une durée de 1 an, et ensuite de pouvoir se présenter, interdiction de pouvoir se présenter pendant 2 ans. Sauf que quand on a monté la structure, ils ont fait immédiatement, il y a 2 semaines, des élections. Ces élections vont durer pendant 4 ans, ce qui veut dire que pendant 4 ans, 30 personnes, le GCS de cardiologie du Pays Basque, c'est 130 personnes, 130 ETP. Il y a 30 agents de l'hôpital, donc 30 fonctionnaires qui sont mis à disposition. Donc ça représente quand même à peu près 20%, 20-25%. Il y a 20-25% qui ne pourront pas du tout participer à l'élection des représentants des délégués du personnel. Donc ça crée véritablement une injustice. Donc j'en ai discuté avec le directeur du GCS, et on a trouvé, enfin il en a convenu, le fait que l'année prochaine on reprovoque des élections pour que au moins les agents mis à disposition de l'hôpital puissent à minima élire ses représentants. Ils ne pourront toujours pas se présenter, mais ils pourront élire. Voilà. Et donc après le management singulier, alors le management singulier il ne me revient pas directement, puisqu'il y a un directeur privé, dans ce GCS de cardiologie, à qui il revient la question du management, hein, donc c'est pas moi qui interviens. Néanmoins j'ai commencé, alors là on a commencé puisqu'on a ouvert le 16 février dernier, on voit poindre un petit peu la difficulté entre d'un côté les agents du public et de l'autre les agents du privé. Donc les agents du public ont commencé à vouloir me rencontrer, donc moi surtout ce que j'ai fait c'est de leur demander de s'adresser
au directeur du GCS, parce que d'abord en plus elle venait juste d'arriver, ce qui en termes de légitimité serait peut-être pas très bon que j'intervienne sur mon propre personnel, parce qu'après tout un agent mis à disposition, je veux dire la clinique elle aurait pu, bon elle est au 4e étage de l'hôpital de Bayonne, mais enfin elle aurait pu être à 100 km au niveau de l'Espagne, voilà, il n'y aurait pas eu de différence particulière, donc je leur ai demandé ça, et on a créé aussi, nous de notre côté, puisque avec la difficulté qu'on a sur la représentation du personnel, on a créé la possibilité au niveau de notre règlement intérieur de CTE et de CHSCT que les agents mis à disposition puissent éventuellement intervenir, alors par le biais des organisations syndicales de l'hôpital, intervenir en CHSCT et CTE de l'hôpital, puisque le CHSCT et le CTE de l'hôpital n'a aucune vocation à intervenir sur le GCS de cardio. Donc on a créé quand même des passerelles pour que ces agents mis à disposition, évidemment, puissent intervenir. Voilà. Là, on en est globalement un petit peu au balbutiement. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, on a ouvert le 16 février, donc il y a encore des choses à régler sur est-ce que j'ai droit aux jours de fractionnement, est-ce que j'ai droit aux jours d'hiver, enfin ce genre de choses qui nous animent tous finalement tout au long de l'année dans nos contrées respectives. Mais voilà, je pense qu'il y aura matière à aplanir ces sujets-là, mais il y a une vraie question de management et je pense que la directrice qui est arrivée voilà, va s'appuyer aussi sur nous pour comprendre notre culture. Et j'entendais ce matin, je suis arrivé un petit peu en retard donc à cause de ces fameux contrôleurs, qu'on parlait de la question de la formation. Moi je trouverais très intéressant que le HESP se positionne parce que je me suis senti très nul sur le plan du droit du travail. L'hôpital de Bayonne a fait appel à un cabinet d'avocats dont je ne citerai pas le nom, et la clinique Capio a fait appel à un cabinet d'avocats, bon chacun dans son domaine de compétences, mais enfin on s'est aperçu que finalement les avocats essayaient d'interpréter le droit selon, enfin voilà, il y avait deux interprétations de droit, il y avait l'interprétation du droit privé côté Capio, et il y avait l'interprétation finalement pour nous faire plaisir hôpital. Et je pense qu'il y aurait matière à ce que les directeurs d'hôpitaux publics maîtrisent, parce que demain ces coopérations auront vocation à se multiplier à mon sens, donc je pense qu'une formation minimaliste sur le droit privé nous aurait aidé aussi dans le cadre de cette construction, parce que je pense qu'à la marge, sur les questions de clauses substantielles, sur tout un tas de sujets, je pense qu'on a dû passer à côté de certains sujets. Pour ne pas dire que je pense que les structures privées ont eu ce qu'elles ont voulu, parce que aussi en face, il n'y avait pas forcément de compétences juridiques en droit privé. Voilà, donc je trouve que ce ne serait pas inintéressant que nous soyons formés à minima à ce genre de droit, dans la mesure où demain les CHT, les GHT certes resteront publics, mais si on voit un petit peu plus loin, je ne suis pas convaincu qu'on reste tous dans le giron public. Voilà, j'espère que le postprandial s'est bien passé.